Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux il y a maintenant 2 semaines environ, j'ai décidé de faire une vidéo FAQ, car c'est quelque chose que vous avez été relativement nombreux à me demander. J'ai donc reçu vos questions par email ainsi que sur Telegram. Comme il y avait beaucoup de questions, plus que ce que je n'imaginais en fait pour être honnête, et que certaines de ces questions demandent parfois une réponse assez longue, assez détaillée, je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les questions qui m'ont été adressées, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je crains d'ailleurs qu'elle ne soit déjà suffisamment longue. Je m'excuse donc auprès de ceux dont je n'ai pas sélectionné la question, ce sera peut-être pour une prochaine fois. De même, quand certaines questions étaient fort similaires, j'ai décidé de les regrouper en une pour ne pas être trop redondant. La vidéo est donc organisée ainsi. J'ai distingué en gros 3 groupes de questions auxquelles je répondrai dans cet ordre. Tout d'abord des questions concernant la chaîne YouTube à proprement parler, des questions à la fois pratiques mais aussi concernant les projets de cette chaîne. Des questions plus générales, d'ordre philosophique ou politique principalement, et enfin des questions plus personnelles. J'ai préféré les mettre à la fin de la vidéo. De plus, ne sachant pas trop si vous voulez ou non que j'affiche vos noms quand je pose les questions, j'ai préféré par prudence ne jamais les afficher. Mais avant d'entrer au cœur de cette vidéo, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre soutien. Tout d'abord, cette chaîne YouTube a récemment dépassé les 3000 abonnés, et je suis le premier surpris de cette évolution. Et donc merci donc pour votre soutien, que ce soit en mettant des pouces bleus, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant mes vidéos pour faire connaître mon travail, et en m'envoyant tous vos messages de soutien qui me font toujours énormément plaisir. Je profite également de cette vidéo pour remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, sur Tipeee par exemple, pour m'aider à développer cette activité. Le but en effet est de m'aider à consacrer plus de temps à terme à cette activité sur internet, soit en faisant plus de vidéos de ce genre, soit même à m'aider à trouver plus de temps pour me consacrer à l'écriture. Donc je vous remercie très sincèrement. Mais ne perdons pas plus de temps et passons maintenant à vos questions. Alors, première question, quelles sont les significations de ego non? Ego non est la fin d'une locution latine, etiam si omnes ego non, ce qui signifie littéralement même si tous, moi pas. Historiquement, ce fut la devise des Clermont-Tonnerre, donc une famille de la noblesse française, et on peut trouver une possible origine à cette locution dans la réponse que fit saint Pierre au Christ dans les évangiles, qui lui disait en substance « Même si tous te renient, moi je ne te renierai pas ». Si j'ai choisi ce nom en particulier, c'est qu'il représentait assez bien, je crois, l'esprit que je veux insuffler à cette chaîne YouTube, à savoir le refus de toute compromission idéologique, et l'idée que le combat commence d'abord et avant tout par une reconquête intérieure. Au fond, on peut trouver un écho à cet esprit dans la figure de Solzhenitsyn, à qui j'ai consacré ma 3e vidéo, et qui disait qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. Au fond, le refus de toute compromission idéologique, le refus du conformisme ambiant, commence par cette phrase « ego non, moi pas ». Moi, je refuse d'entrer dans ce jeu. Alors ensuite, combien de temps prenez-vous en moyenne pour réaliser une vidéo? Alors c'est difficile de répondre précisément à cette question, car chaque vidéo ne me demande pas exactement le même nombre d'heures. Il y a certains textes que j'expose qui sont plus simples que d'autres, il y a certains auteurs que je connais mieux que d'autres, et donc il m'est plus facile d'exposer les idées. Mais je dirais qu'en moyenne, une vidéo me prend environ une 40aine d'heures, ce qui inclut la lecture du ou des livres présentés, une prise des notes, l'écriture de mon texte, la vidéo, et ensuite le montage. Ça peut paraître beaucoup pour des qui en y réfléchit pas, après tout quand on tombe sur une vidéo d'une 20aine de minutes, on se dit que ça va tout seul, mais il y a très souvent un grand travail en amont, un travail de lecture, de préparation, de compréhension même aussi du texte qu'on lit, car parfois il faut prendre le temps de digérer ce qu'on a lu. Ensuite, même si le montage est quand même relativement simple, j'en ai bien conscience, car je n'ai pas des grandes compétences dans ce domaine, j'apprends en même temps que je fais mes vidéos,
Mon montage est volontairement sobre, mais il me prend quand même du temps à faire, notamment pour la recherche de belles illustrations ou la recherche de musique appropriée aux idées que je présente dans la vidéo. L'important pour moi est d'offrir quelque chose qui soit de qualité pour les spectateurs, pour les abonnés. Je préfère prendre plus de temps que prévu que d'offrir quelque chose qui soit d'une qualité médiocre. Je pense vraiment qu'il est capital de faire de son mieux pour offrir quelque chose qui soit à la hauteur des idées que je veux présenter en fait. Question suivante. Votre chaîne semble défendre une vision politique purement de droite. Pourquoi se limiter à la droite alors que le clivage gauche-droite est obsolète aujourd'hui? Eh bien, précisément parce que je ne crois pas du tout que le clivage gauche-droite soit obsolète, bien au contraire. D'un point de vue strictement politique, à savoir celui de la politique politicienne, il est vrai que les notions de gauche et de droite semblent obsolètes parce que les discours sortent tout droit du même moule idéologique et bien pensant. Une même langue de bois et une même phraséologie gauchiste est répétée avec plus ou moins de conviction par la plupart des représentants politiques. Mais d'un point de vue philosophique, et même psychologique dirais-je, le clivage gauche-droite est plus fort que jamais. Pour le comprendre, il faut d'abord le définir, et puis opérer une distinction capitale entre être de gauche et de droite, ou être à gauche et être à droite. Le critère de distinction tout d'abord dans le clivage gauche-droite est celui de l'égalité et de l'ordre. La gauche est intrinsèquement égalitaire par essence, ce qui la conduit naturellement à haïr l'autorité, la hiérarchie et toutes les différences inégalitaires. C'est pourquoi il est très important pour la pensée de gauche de dire que tout est culturel, car par définition, si tout est culturel, tout est contingent, et donc soumis à une réforme possible. C'est aussi pourquoi, historiquement, une école de pensée comme l'était celle du marxisme tenait la question de la nature humaine pour une question superflue, car elle pensait pouvoir changer les hommes par les conditions économiques et sociales. Pour la pensée de gauche, le fait qu'il existe des inégalités naturelles est le pire des scandales qui soit. A l'inverse, la pensée de droite est une pensée de l'ordre. Il y a une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place, en quelque sorte. Sa conception de la société est organiciste, et non pas mécanique, ce qui veut dire, pour filer la métaphore, qu'elle conçoit la société à la manière d'un corps vivant, dont chaque organe aurait une place particulière, dont chaque membre aurait une fonction particulière. C'est pourquoi elle s'oppose à ce point à l'égalitarisme, car elle considère que l'égalité des membres dans un corps, l'égalité des organes, pour filer la métaphore, disais-je, conduit non pas à l'harmonie, mais bien plutôt au chaos et au dérèglement. Je crois fermement que tel est le critère le plus pertinent pour distinguer la gauche de la droite, car tous les autres critères cités habituellement pour distinguer ces deux notions me semblent avoir des failles. Je pense notamment aux dichotomies progressistes-réactionnaires ou idéalistes et réalistes par exemple. Pour partir de la première dichotomie, il est vrai que la gauche fut pendant très longtemps progressiste et la droite réactionnaire, ce qui a pu laisser songer que là se trouvait le véritable clivage. Néanmoins, avec l'évolution de la gauche contemporaine, on se rend compte qu'il peut tout à fait exister une gauche réactionnaire. Réactionnaire sur le plan technique tout d'abord, en ceci qu'elle s'oppose à de nombreux développements technologiques au nom de la défense du climat et de l'environnement. A l'inverse, il peut tout à fait exister une droite révolutionnaire et progressiste, en ce sens qu'elle donne un sens positif à la notion de progrès. C'est là toute la pensée de l'archéofuturisme développée par Guillaume Fay par exemple. La question n'est donc pas de savoir si la gauche est progressiste et la droite réactionnaire, mais plutôt de savoir quelle direction du progrès la gauche et la droite promeuvent chacun de leur côté. Pour l'homme de gauche, est positif ce qui est un progrès vers l'égalité, pour l'homme de droite en revanche, est positif ce qui est un progrès pour la civilisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'important n'est donc pas l'idée de progrès ou non pour distinguer la gauche de la droite, mais plutôt de savoir ce que chacun défend, à savoir l'égalité ou l'ordre. Or, comme la gauche a su imposer ses idées et ses valeurs à toute la sphère occidentale tout au moins depuis ces dernières décennies, il devient de plus en plus difficile de défendre des idées authentiquement de droite. Et c'est là qu'il faut se battre à mon avis. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette chaîne YouTube d'exposer les idées, les doctrines ou les réflexions d'hommes de droite, certes de différentes traditions, de traditions religieuses ou politiques. Les auteurs que je présente
peuvent émaner de traditions chrétiennes, païennes ou même être des athées, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils partagent toute cette défense de l'ordre. Or, je pense que tant qu'on n'aura pas rétabli ces fondements, on ne pourra bâtir que sur du sable. Une fois cela posé, une autre distinction à laquelle je tiens est celle-ci, être de gauche ou de droite, et être à gauche ou à droite. Compte tenu de tout ce que j'ai dit précédemment, est de gauche, ontologiquement, tout ce qui se rapporte à la défense de l'égalité, et de droite, ontologiquement, tout ce qui se rapporte à la défense de l'ordre. Voici un peu l'opposition philosophique, au niveau des principes qui meuvent l'action. En revanche, l'échiquier politique, lui, est forcément contextualisé. Il se rapporte aux problématiques propres à l'époque dans laquelle nous vivons. Cette défense de l'égalité ou cette défense de l'ordre s'incarne dans des problématiques tout à fait propres à certaines époques données. Grosso modo, ce clivage gauche-droite est né au moment de la Révolution française. On peut certes trouver des précurseurs ou des prémices à la pensée de gauche dans les temps anciens. Les anabaptistes de Münster, massacrés par Martin Luther, ressemblent d'une certaine manière aux militants égalitaires. Mais, en règle générale, on peut dire que le débat politique a commencé à se fracturer autour de ce clivage au moment de la Révolution de 1789. Dès lors, au début du XIXe siècle, en France et même assez généralement partout en Europe, étaient à gauche les républicains et les anticléricaux, et étaient à droite les défenseurs de la monarchie et les défenseurs de l'Église. Au XXe siècle, après la révolution bolchevique, étaient à gauche tous les militants socialistes et communistes, et étaient à droite tous les gens hostiles au communisme. Je dis bien à droite, car les mêmes qui auraient été à gauche au XIXe siècle parce qu'ils étaient opposés à la monarchie pour les mêmes idées, sont positionnés à droite au XXe siècle parce qu'ils sont hostiles au communisme. C'est ainsi par exemple que le libéralisme était vu comme une idéologie à gauche au XIXe siècle, honnie par les hommes de droite et les conservateurs, alors que le libéralisme, par rapport au communisme, était à droite au XXe siècle. Or aujourd'hui, ce qui détermine le clivage gauche-droite sur l'échiquier politique contemporain, ce n'est plus tellement la question de la monarchie, ni même la question du communisme, mais bien plutôt la question du remplacisme global, pour reprendre le terme de Renaud Camus, ou, pour dire la chose plus clairement, la question du remplacement de population, du changement de peuple, du bouleversement démographique, comme on le dit maintenant dans les médias. Ainsi donc, tous ceux qui sont hostiles au grand remplacement sont automatiquement positionnés à droite de l'échiquier politique, et tous ceux qui y sont favorables, ou du moins qui n'y voient pas d'inconvénient, sont placés à gauche de ce même échiquier. Très bien, me direz-vous, mais en quoi cette distinction de gauche de droite ou à gauche à droite est-elle bien importante? Elle est importante parce que si généralement la plupart des hommes de droite sont également à droite sur l'échiquier politique et la plupart des hommes de gauche à gauche, il peut exister des exceptions. Par exemple, il peut très bien exister des hommes de gauche, philosophiquement de gauche, c'est-à-dire qui défendent des principes égalitaires, mais qui sont, pour des raisons qui leur sont propres, hostiles à l'immigration. Par exemple, au nom de la lutte contre l'islam. Ils sont donc de gauche philosophiquement, mais à droite sur l'échiquier politique. C'est le cas, par exemple, du mouvement riposte laïque en France de nos jours. A l'inverse, il peut très bien exister également des hommes de droite philosophiquement, qui comprennent la nécessité des inégalités naturelles dans une société, qui sont favorables à une saine hiérarchie, qui apprécient l'idée d'ordre, mais qui ne sont pas du tout dérangés par l'idée du remplacement, qui n'y voient pas d'inconvénient. Ils sont donc de droite, mais foncièrement à gauche de l'échiquier politique contemporain. Il est donc important d'avoir tous ces principes à l'esprit quand on analyse la situation contemporaine. Question suivante. Beaucoup de youtubeurs de droite font référence à Nietzsche aujourd'hui. Pourquoi ne pas en avoir vous-même parlé jusqu'ici? Est-ce pour des raisons pratiques ou philosophiques? Alors c'est une excellente question. À vrai dire, si je n'ai pas encore parlé de Nietzsche jusqu'à présent, c'est autant pour des raisons pratiques que philosophiques. Néanmoins, avant de développer, je tiens à clarifier les choses et à dire d'emblée que j'ai une grande admiration pour Nietzsche. Il s'agit d'un des auteurs que j'ai le plus lu depuis que je suis adolescent et que je l'aborderai sans aucun doute à l'avenir. Néanmoins, voici les raisons pour lesquelles j'ai retardé la chose. Premièrement, comme il est dit très justement dans la question, Nietzsche est devenu une des références principales de la nouvelle génération de droite, et on en a par conséquent déjà beaucoup parlé sur internet. Ainsi donc, j'avais pensé que ce serait
céder à la facilité en quelque sorte que d'évoquer un penseur déjà largement connu et de redire ce qui avait déjà été dit maintes et maintes fois. En effet, un de mes objectifs avec cette chaîne YouTube est de faire découvrir certains auteurs ou de faire découvrir des aspects moins connus de ceux-ci. Ainsi donc, si j'aborde Nietzsche un jour, ce qui se fera très certainement, je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais plutôt apporter un nouvel angle, apporter un regard neuf sur cette grande figure intellectuelle. Et enfin, si je me suis réfréné, c'est parce que cette mode, si je puis dire, comporte également quelques risques ou quelques dérives possibles tout à fait négatives. Entendons-nous bien, je trouve justifié que la droite voit en Nietzsche une de ses figures tutélaires, en ceci qu'il fut un des plus grands pourfendeurs de l'égalitarisme dans l'histoire des idées. Entre parenthèses, c'est ce qui rend la récupération de Nietzsche par une certaine gauche tout à fait inepte ou malhonnête, soit dit en passant. Non, ce que je trouve plus problématique, c'est que Nietzsche est un auteur incroyablement séduisant, qu'on peut être impressionné par la puissance de sa pensée et par son style surtout, et qu'on peut être tenté de le suivre dans tous ses jugements péremptoires et dans toutes ses condamnations. Or, c'est là que réside le problème, je crois. Car dans la démarche généalogique qui était la sienne, pour faire très court, Nietzsche cherche à faire la généalogie des idées ayant conduit à la décadence de l'Europe. Dans cette démarche, donc, il en arrive à la conclusion que Socrate et Platon, et puis le Christ et le christianisme ensuite, sont à l'origine de la dite décadence. Nietzsche arrive donc à la fin de l'histoire de la philosophie occidentale et porte un regard éminemment critique sur celle-ci. Or, si nombre de ses vues sont très profondes, je ne le nie absolument pas, nombre de ces thèses sont également franchement discutables. Et je dis ça même d'un point de vue neutre, elles sont discutables dans le sens où elles méritent qu'on en discute. Or, en commençant par Nietzsche, on peut avoir l'impression qu'on a tout compris à l'histoire de la philosophie, on peut avoir l'arrogance de penser qu'on est dispensé de s'intéresser à cette histoire, et de croire qu'on a tout compris, quoi. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, je sais qu'une telle réaction est assez fréquente, malheureusement. Or, c'est précisément ce que je veux éviter avec ma chaîne. Nietzsche a une certaine compréhension de la philosophie occidentale, de son histoire. Or, je veux montrer que l'histoire de la philosophie occidentale ne se limite pas à ce qu'en a dit Nietzsche. Qu'il y a d'autres traditions qui méritent tout à fait qu'on s'y intéresse. Il ne faut pas se limiter à ce qu'en a dit Nietzsche, et surtout à ce qu'une certaine vulgate nietzschéenne tend à faire penser. Toutefois, et je terminerai cette question là-dessus, Nietzsche a bien évidemment une importance capitale dans l'histoire de la pensée politique de droite, et incarne même une sorte de renouveau à la fin du XIXe siècle. Comme le faisait remarquer cet intellectuel italien, Adriano Romualdi, par rapport aux penseurs contre-révolutionnaires, comme Louis de Bonald ou Edmund Burke par exemple, qui défendaient l'ordre ancien par rapport aux révolutionnaires, Nietzsche a adopté une attitude résolument différente, qui se résume dans cet aphorisme « Ce qui tombe, il ne faut pas le retenir, il faut bien plutôt le pousser ». Il s'agit donc, pour Nietzsche, de laisser s'effondrer ce qui mérite de s'effondrer et de faire appel aux vertus aristocratiques et héroïques face à la civilisation égalitaire et nihiliste. À cet égard, par cet appel aux vertus héroïques, il est assez proche de l'anglais Carlyle, et est à l'origine d'une droite moderne qui sera celle de Gabriele D'Annunzio en Italie, de José Ortega y Gasset en Espagne, ou encore de la révolution conservatrice allemande avec des figures comme Oswald Spengler, Müller van den Bruck ou encore Ernst Jünger par exemple. Néanmoins, même si Nietzsche a introduit toutes sortes de thèmes nouveaux dans la pensée politique de droite, des thèmes incroyablement féconds, je suis d'avis qu'il faut absolument envisager la droite avec un D majuscule, comme le faisait Julius Evola, dans sa continuité doctrinale, dans son essence commune, essence que partagent les contre-révolutionnaires, les romantiques allemands, les néo-thomistes catholiques, et également la droite vitaliste et héroïque de tradition nietzschéenne. Question suivante. Comptez-vous évoquer les quelques penseurs ou politiciens nationalistes qui ont fleuri dans notre pays, comme Henri de Man, Pierre Dailly, Léon Degrelle, Pierre Nothomb, etc. On dirait que cette question m'a été posée par un de mes compatriotes belges. Je compte en effet présenter certains grands penseurs de la Belgique, pays duquel je suis originaire. Parmi les figures citées, Henri de Man est un penseur dont j'envisage tout à fait de présenter certaines réflexions, ce qui me paraît encore intéressant aujourd'hui. Concernant les autres figures, rien n'est encore prévu de ce côté-là. Mais il y a d'autres penseurs belges que j'aimerais bien faire découvrir au public, comme par exemple l'historien Henri Pirenne, le philosophe aristotélicien Marcel de Corte, dont je parlerai très prochainement,
ou encore un penseur européaniste de l'après-guerre comme Jean Thiriard. Mais il y a aussi des travaux de penseurs contemporains qui me paraît pertinent de faire découvrir, comme les travaux de Robert Stuckers par exemple, ou du professeur David Engels, qui a écrit quelques livres qui méritent vraiment d'être lus, et dont je parlerai très certainement un jour. Question suivante. Que pensez-vous de l'œuvre du philosophe Joseph Merel? Comptez-vous réaliser une vidéo sur son dernier ouvrage, Comme un agneau muet, pourquoi notre monde contemporain consent à la servitude et à la mort, traitant du thème de la vitalité anthropologique, qui revient assez souvent sur votre chaîne de façon indirecte? Eh bien, pour être honnête, je ne connais pas assez l'œuvre de Joseph Merel. Ce que j'ai lu de lui m'a beaucoup plu et a même assez vivement éveillé mon intérêt. Néanmoins, il faudrait que je lise plusieurs autres livres de cet auteur pour avoir un avis construit sur la question. Je n'exclus donc absolument pas l'idée de lui consacrer une vidéo un jour, soit sur ce livre qui est mentionné dans la vidéo et qui en effet a l'air assez intéressant, soit sur un autre livre. J'avais un autre livre en tête qui serait pour une contre-révolution révolutionnaire. Je trouve que rien que le titre consonne assez largement avec les idées qui sont développées sur cette chaîne. Mais bon, voilà, je lirai le livre et je verrai s'il est pertinent de l'aborder en vidéo. Néanmoins, si vous êtes intéressé par les livres de Joseph Merel, si vous voulez découvrir cet auteur, je mettrai un lien en description de la vidéo pour vous procurer ces ouvrages. Et je me permets de déroger une toute petite fois à la règle que je m'étais fixée au début, en vous disant que cette question m'a été posée par le Cercle Chateaubriand, et je les en remercie beaucoup. Si je me permets de vous dire leur nom, c'est pour vous inviter en fait à découvrir leur chaîne. Personnellement, je ne les connaissais pas moi-même avant de recevoir cette question, mais j'ai découvert sur leur chaîne YouTube quelques vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment une vidéo sur Georges Valois et la question sociale, sachant que j'ai moi-même réalisé une vidéo sur cet auteur, non pas sur la question sociale, mais plutôt sur la conception héroïque de l'existence par rapport aux valeurs bourgeoises. Donc une vidéo sur Georges Valois, disais-je, ainsi qu'une conférence très intéressante de Guillaume Travers sur l'économie médiévale. Guillaume Travers est un auteur contemporain de l'Institut Iliade, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail est vraiment remarquable. Donc voilà, je vous invite comme ça, spontanément, à vous abonner à la chaîne du Cercle Chateaubriand, à découvrir ce qu'ils font, et également à vous intéresser aux travaux de Guillaume Travers, qui en valent vraiment la peine. Prochaine question. Envisageriez-vous, dans un avenir plus ou moins proche, d'organiser de petites conférences, soirées, débats ici ou ailleurs, afin de pouvoir partager votre pensée avec votre public? Ce sera avec plaisir, j'aimerais beaucoup faire quelque chose de ce genre. Il est possible que je me livre à une conférence ou une soirée de ce genre cette année, quoique je ne puisse pas le garantir avec certitude pour le moment, donc on verra, mais en tout cas, l'idée n'est pas du tout exclue. Néanmoins, pour dire les choses franchement, quoique sans trop de détails, l'année qui vient va être un peu une année charnière pour moi, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien, je viens de terminer mes études il y a quelques mois maintenant, je vais très prochainement déménager, d'ici quelques jours en fait, et je vais essayer de trouver du travail pour vivre, et donc cette année va être charnière en ceci qu'elle sera l'occasion pour moi de voir si j'arrive à concilier un travail quotidien avec cette activité sur internet qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, me demande beaucoup de temps en fait. Je verrai si cette activité que je fais avec les vidéos me donne la possibilité d'en vivre. Si je pouvais vivre de cette activité, eh bien, je produirais beaucoup plus, alors que si c'est une activité annexe en plus d'un autre travail, il me sera difficile d'être aussi productif que je le voudrais. Donc on verra ça dans les mois à venir, je ne peux pas encore dire les choses avec la moindre certitude pour le moment. Prochaine question. Comptez-vous faire une vidéo sur Oswald Spengler? Une réédition de son œuvre phare vient de paraître. Alors oui, c'est prévu. Je ne sais pas encore exactement quand je le ferai, mais je le ferai sans aucun doute. En fait, je compte consacrer une vidéo un peu particulière à Oswald Spengler. Un peu particulière pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord, parce qu'Oswald Spengler est un auteur qu'on cite bien plus qu'on ne le lit, c'est un auteur qu'on croit connaître, alors qu'en fait il a quantité de choses dans ses livres qu'on ignore. Ensuite, comme il est dit dans la question, son œuvre majeure, Le déclin de l'Occident, a en effet été réédité récemment dans les éditions Gallimard, en collection Tell, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, c'est une œuvre vraiment volumineuse, très très impressionnante par sa taille. Moi je l'ai dans l'ancienne version, donc
2 volumes d'environ 400-500 pages chacun. C'est une œuvre très très importante. Je crois qu'une simple vidéo d'une vingtaine de minutes ne suffirait pas pour rendre compte de la richesse de cet ouvrage. C'est pourquoi je pense faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude sur Spengler. Et puis, surtout, en plus de cette œuvre, Le déclin de l'Occident, Oswald Spengler a écrit d'autres petits textes qui sont dans l'ombre de son œuvre majeure, mais qui sont pourtant très intéressants et qu'on connaît beaucoup moins et que j'aimerais faire découvrir. Il y a par exemple ces livres-ci, donc L'homme et la technique, un petit livre qui a lui aussi été réédité il n'y a pas très longtemps aux éditions Rouge et Noir, je crois, si je ne me trompe pas. Prussianité et socialisme, dans lequel Oswald Spengler aborde la question du socialisme, où il différencie le socialisme allemand du socialisme anglais, l'esprit mercantile et l'esprit soldat prussien, par exemple. C'est un texte assez intéressant. Et d'autres textes, alors il y a un texte que je n'ai pas ici qui s'appelle Année décisive, Jahr der Entscheidung en allemand, et un autre qui est plutôt un recueil de textes aux éditions Copernic, écrits historiques et philosophiques, dans lequel on trouve des textes sur le pessimisme notamment, un texte dans lequel Oswald Spengler s'explique sur cette accusation de pessimiste qu'on lui a lancée après la parution de son ouvrage, des textes comme Mission de la noblesse, Nietzsche et son siècle, La paix mondiale est-elle possible, etc. Donc c'est un auteur vraiment très très riche qu'il ne faudrait pas réduire à certaines formules choc. Et donc oui, je compte lui consacrer une vidéo un peu particulière. Je ne sais pas encore exactement comment elle sera, ni quand je la ferai, mais elle viendra indubitablement. Question suivante. Ferez-vous un pas dans l'édition de livres? Car certaines des œuvres que vous présentez en effet sont introuvables à des prix raisonnables. C'est une idée qui me plaît bien en soi, mais je n'ai ni les moyens ni le temps de me consacrer à cette activité. Comme je l'ai dit, faire des vidéos me prend déjà beaucoup de temps. Je dois en plus gagner ma vie sur le côté. Donc, il est vrai que il y a beaucoup d'auteurs qui mériteraient d'être réédités aujourd'hui, qui mériteraient d'être diffusés, et non seulement des auteurs qui mériteraient d'être réédités, mais aussi des auteurs qui mériteraient d'être traduits en français, qui n'ont encore jamais été traduits, des auteurs allemands, des auteurs espagnols, ou même des auteurs russes. Donc il y aurait vraiment tout un travail d'édition ou même de traduction à faire, mais dans l'état actuel des choses, je n'ai pas le temps, je n'ai ni le temps ni les moyens de me consacrer à cette activité. Si j'arrivais un jour à faire de cette activité mon métier, eh bien, non seulement je produirais plus de contenu sur internet, mais je pourrais également avoir plus de temps pour écrire, et aussi peut-être pour faire à terme ce genre de choses. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Question suivante. Comptez-vous nous faire profiter de vos connaissances en philosophie médiévale? C'est un domaine méconnu de la philosophie qui mérite des éclaircissements pour être bien appréhendé. Pensez-vous que la philosophie médiévale soit encore utile actuellement? Et si oui, de quelle manière? Effectivement, j'ai fait des études de philosophie à l'université, mais je me suis surtout spécialisé en philosophie médiévale. Alors en fait, pour être honnête, au départ, quand j'ai commencé ces vidéos, je ne pensais pas du tout parler des philosophes médiévaux, ni même des philosophes classiques en général. Mon ambition était principalement de présenter les idées de penseurs politiques modernes, c'est-à-dire des 20e et 21e siècles. Et puis, au fur et à mesure, mes réflexions m'ont conduit à penser qu'il n'était pas vraiment possible pour fonder une véritable doctrine de droite, pour poser les fondements, des fondements solides d'une véritable pensée de l'ordre, de faire l'économie de certains grands penseurs de la tradition politique européenne. C'est pourquoi, en effet, je pense alterner de temps en temps entre des penseurs modernes et des penseurs classiques, même si le gros de mes vidéos continuera de porter sur des auteurs modernes, grosso modo allant de la Révolution française à nos jours. Je compte donc parler, oui, de certains penseurs du Moyen-Âge, mais aussi de penseurs de l'Antiquité, donc des penseurs comme Thomas d'Aquin et Dante par exemple, mais aussi des penseurs comme Platon et Aristote, pour exposer certains concepts qui me paraissent fondamentaux dans le combat politique que nous menons. Ensuite, pour répondre plus directement sur la question de la philosophie médiévale en elle-même, oui, hélas, il s'agit d'un domaine difficilement accessible de la philosophie, et ce pour plusieurs raisons en fait. Tout d'abord,
à cause de certaines préconceptions fausses et datées, hostiles de façon caricaturale au Moyen-Âge, qui proviennent de l'histoire telle qu'elle fut racontée pendant des décennies, voire des siècles, par des historiens républicains en France ou par des historiens protestants dans le monde germanique, qui ne pouvaient tout simplement tolérer une époque entièrement catholique et qui l'ont donc dénigré de façon souvent caricaturale. À cet égard, il est heureux de constater que la plupart que l'histoire contemporaine fait justice au Moyen-Âge aujourd'hui, et que la plupart des légendes noires du Moyen-Âge ne sont plus guère prises au sérieux. Du moins dans le monde universitaire, pas forcément dans le grand public, malheureusement. Ensuite, une autre raison qui explique le caractère difficilement abordable de la philosophie médiévale, c'est tout simplement son manque de traduction ou de réédition moderne. Car, au fond, à part Thomas d'Aquin, qui est un peu, au Moyen-Âge, ce que Platon et Aristote étaient à l'Antiquité, la plupart des auteurs médiévaux sont peu édités, ou alors leurs livres sont de facto réservés aux universitaires. Et pourtant, en dehors de Thomas d'Aquin, il y a beaucoup d'autres penseurs très importants au Moyen-Âge, pour n'en citer que les plus grands. Il y a Boès, Anselme de Canterbury, Pierre Abélard, Pierre Lombard, Albert le Grand, Roger Bacon, Bonaventure, Maître Eckhart, Guillaume d'Occam, Raymond Lull, et j'en passe certainement beaucoup d'autres. Donc, beaucoup de penseurs très intéressants pourtant, qui mériteraient d'être connus. Alors oui, la question se pose, est-ce que cela vaut la peine de s'intéresser à la philosophie médiévale? À cela je réponds oui, mais il y a plusieurs raisons de le faire. Tout d'abord, il y a une raison historique à cela, tout simplement. Car l'histoire de la philosophie, telle qu'elle fut racontée, et telle qu'elle est encore très largement racontée malheureusement dans la plupart des ouvrages de vulgarisation, passe complètement sous silence la période médiévale, et saute directement d'Aristote ou de Plotin, quand on a de la chance, à Descartes, comme si on n'avait pas pensé en Europe pendant plus de 1000 ans, ce qui est évidemment complètement ridicule. On aurait fait comme ça des prouesses architecturales impressionnantes avec des cathédrales gothiques, on aurait développé la littérature courtoise avec les troubadours, mais la philosophie, elle, serait restée dans un état cadavérique pendant plus de 1000 ans. Bon, ça ne tient évidemment pas debout. Or, même si l'histoire de la philosophie médiévale est méconnue aujourd'hui, elle eut pourtant une importance considérable dans l'histoire des idées, car c'est au cours de la période médiévale qu'on a forgé des concepts, qu'on a posé certaines questions qui traverseront les siècles, qui traverseront l'époque moderne pour être encore discutées de nos jours. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a ce qu'on a appelé la fameuse querelle des universaux, qui opposait d'un côté ce qu'on a appelé les réalistes et de l'autre les nominalistes. Donc pour faire très très court, c'est-à-dire ceux qui estimaient que les concepts à valeur universelle possédaient une réalité en soi, d'où leur nom de réalistes, et ceux qui au contraire estimaient que ces concepts n'étaient que de pures conventions de l'esprit, donc les nominalistes. Eh bien, cette querelle eut une importance considérable dans l'histoire des idées, au point qu'elle est encore discutée de nos jours par les tenants de la philosophie anglo-saxonne par exemple. De même, on a souvent tendance à croire un peu naïvement que les philosophes de l'époque moderne sont purs de toute influence passée. Or c'est complètement faux. Même quelqu'un comme Descartes, qui s'inscrivit en lutte contre la tradition scolastique dont il est issu, en fait est très profondément influencé par cette même tradition, comme l'a très bien montré Étienne Gilson. De même, un penseur comme Leibniz par exemple, fut profondément influencé par la pensée scotiste, la pensée de Jean Duns Scott, qui se ressent dans sa philosophie en fait. Ensuite, une autre raison de s'intéresser à la philosophie médiévale est évidemment d'ordre religieux. La philosophie médiévale est pétrie de part en part par le christianisme, du moins dans sa partie occidentale. Loin d'écraser la raison sous la foi, les penseurs médiévaux ont tenté de conserver les prérogatives de la raison, sans pour autant l'opposer à la foi. Ils ont tenté de concilier les deux, de distinguer quels étaient les domaines propres de la raison et de la foi, avec plus ou moins de succès. Alors certains, comme saint Augustin, ont cherché à montrer la profonde intrication entre la raison et la foi. Il faut comprendre pour croire, disait-il, et croire pour comprendre.
alors que d'autres, à l'instar de Jean Scott Erigen par exemple, poussaient poussaient l'exigence de la rationalité fort loin, lui qui disait cette phrase très audacieuse pour l'époque, « Nul n'entre au paradis s'il n'est philosophe ». Donc voilà, la plupart de tous les penseurs médiévaux ne constituent pas un bloc sur cette question, ils ont discuté chacun la distinction entre la foi et la raison, certains y voyaient une profonde intrication, certains les opposaient, certains les distinguaient plus ou moins fortement. Enfin voilà, c'est un domaine qui déjà peut intéresser tous ceux qui tous ceux qui s'interrogent sur les rapports entre la foi et la raison. Et enfin, et c'est la raison qui m'intéresse si j'aborde certains penseurs médiévaux sur ma chaîne, c'est qu'une bonne partie d'entre eux s'inscrivent dans cette pensée de l'ordre que je veux défendre. Ces derniers, en effet, ont repris la pensée des anciens en l'approfondissant et en l'adoptant pour leur époque. Quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, d'ailleurs. On entend souvent que la philosophie ancienne n'a plus rien à nous apprendre, qu'elle est trop lointaine, qu'elle n'est plus adaptée à notre époque. Or, un simple calcul devrait susciter notre perplexité. Environ 1500 ans séparent Aristote de son lointain disciple Thomas d'Aquin, qui a entrepris un gigantesque travail de réappropriation de sa pensée et un approfondissement de celle-ci, alors que seulement 700 ans nous séparent de Thomas d'Aquin aujourd'hui, c'est-à-dire 2 fois moins. Or, notre arrogance nous pousse à croire que nous n'avons plus rien à apprendre de lui. C'est peut-être justement une des choses que nous pourrions apprendre en priorité de la pensée médiévale, c'est l'humilité. Comme le disait cette citation de Bernard de Chartres, rapportée par Jean de Salisbury, nous sommes en fait des nains assis sur les épaules de géants. Nouvelle question. Que pensez-vous de l'action française, de sa doctrine et de sa progression actuelle ? Alors pour ce qui est de l'action française actuelle, je ne la connais pas assez bien pour avoir un avis pertinent. Étant belge, je n'ai tout simplement jamais côtoyé aucun membre de l'AF, donc je ne pense pas que j'aurais quoi que ce soit d'intéressant à dire sur le sujet. En revanche, en ce qui concerne l'action française historique, j'ai une très grande admiration pour cette école de pensée. Maurras, tout d'abord, eut une très grande importance pour moi dans mon évolution intellectuelle. Un peu comme Baudelaire qui disait qu'il avait appris à penser dans Edgar Poe ou dans Joseph de Maistre, je crois pouvoir dire, sans trop exagérer, que j'ai dans une très large mesure, appris à penser avec Maurras. Même si je ne me définirais pas comme maurassien moi-même, parce que j'ai relativisé certains points de sa pensée, parce que nous ne vivons pas à la même époque, tout simplement, et aussi parce que j'ai approfondi ma pensée avec d'autres auteurs, je lui conserve néanmoins une immense admiration, ainsi qu'une très grande gratitude intellectuelle, car je dirais qu'il a prédisposé mon esprit à une saine pensée classique. Je pense vraiment, comme Jean Madiran d'ailleurs, qu'il y a une profonde homogénéité de pensée entre la philosophie de Maurras et la philosophie politique traditionnelle européenne, qui était celle d'un Aristote ou d'un Thomas d'Aquin par exemple. C'est pourquoi je voudrais qu'on laisse tomber la polémique aujourd'hui, qu'on se mette enfin à étudier Maurras sérieusement, comme on étudierait n'importe quel autre penseur politique classique, comme Machiavel, comme Rousseau même, ou comme Montesquieu par exemple. De plus, Maurras n'est pas seulement un penseur politique, il fut aussi et surtout même un homme de lettres, un amoureux des lettres classiques, de la Grèce antique, un fervent défenseur du classicisme et un pourfendeur du romantisme, tant du romantisme littéraire que du romantisme philosophique d'ailleurs. À plusieurs égards, il y a une certaine communion de pensée entre Nietzsche et Maurras dans leur attachement au classicisme français et grec et dans leur critique du romantisme. J'ai l'impression que ces liens n'ont pas toujours été soulignés. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à creuser dans cette similitude entre les deux penseurs. Donc voilà, c'est un penseur très important qu'il faudrait découvrir ou redécouvrir sous bien des aspects. Il est vrai que Maurras est un fervent défenseur de la monarchie, mais je ne pense pas que je ne suis même pas sûr que ce soit ce qui est le plus intéressant chez lui. Il ne faut pas le réduire à certaines formules chocs qui, bien que brillantes, ne rendent pas justice à l'ampleur de sa pensée. Charles Maurras est d'abord et avant tout le penseur de l'avenir de l'intelligence, le défenseur du classicisme littéraire, un fils de la Provence et de Frédéric Mistral.
un amoureux de la Grèce, celui qui a raconté son voyage d'Athènes dans Antinéa par exemple. Enfin voilà, il y a énormément de portes d'entrée pour découvrir Charles Maurras qu'il ne faudrait pas réduire à certaines formules choc. Mais l'action française ne se réduit aucunement à Maurras, et c'est ça qui fait la richesse de cette école de pensée. En plus de Maurras, donc, on trouve des penseurs géniaux comme Jacques Bainville, bien évidemment, mais aussi comme Léon Daudet. J'ai l'impression que Léon Daudet est un peu moins connu aujourd'hui, qu'il est un peu sous-estimé par rapport à Maurras et à Bainville, ce qui est assez injuste, je crois, car Léon Daudet est un auteur vraiment passionnant, truculent, et dont le style n'a vraiment pas vieilli. C'est pourquoi je vous invite à découvrir Léon Daudet. Vous pouvez le faire par exemple en passant par cette réédition de Léon Daudet par Robert Laffont, dans lequel on trouve ses souvenirs et ses mémoires littéraires qui sont d'une telle richesse et d'une telle ampleur que Marcel Proust à l'époque l'avait comparé aux mémoires de Saint-Simon. Mais vous trouvez également son œuvre majeure, le stupide 19e siècle. Donc enfin voilà, Léon Daudet est un auteur très intéressant. Il y a également dans l'Action française l'héritier de Maurras qui est Pierre Boutan, un penseur plutôt de l'après-guerre, qui est un auteur fascinant, quoique assez difficile quand on n'est pas initié à la philosophie, son écriture est un peu ardue. Et ensuite, ce qu'il y a de passionnant dans l'Action française, c'est que ces dissidents sont au moins aussi intéressants que ces autorités. Par exemple, parmi ceux qui ont fait partie de l'aventure de l'Action française et puis qui ont quitté cette école, on trouve des penseurs incroyables comme Georges Bernanos, Lucien Rebattet ou comme Georges Valois dont j'ai parlé dans une vidéo. Bon, voilà, l'Action française a exercé un véritable magistère intellectuel au début du XXe siècle, et quand on voit la richesse, la profondeur, la qualité d'écriture et la qualité de pensée des auteurs qui ont gravité dans l'univers de l'Action française, on se rend compte que ce magistère intellectuel était largement mérité. Question suivante. As-tu des pistes de réflexion pour mettre les idées anti-égalitaires au pouvoir ? Alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Que faire ? Comment mettre nos idées au pouvoir ? En fait, je crois que dans l'état actuel des choses, la réponse est à la fois extrêmement ambitieuse et terriblement humble. Comme j'ai essayé de l'exprimer dans ma vidéo sur Julius Evola et son livre Orientation, nous devons incarner le changement que nous voulons voir dans la société. Dit comme ça, j'ai bien conscience que ça peut paraître insuffisant, voire même complètement insignifiant, mais il faut regarder les choses en face. Il est plus facile de détruire que de construire. On met par exemple 20 ans ou plus à éduquer un homme, et il suffit de presser la détente d'un revolver pour qu'il meure en un instant. On met des années à bâtir une maison, et il suffit de quelques heures d'incendie pour la voir partir en fumée. De même, une civilisation met des générations à développer l'excellence, le raffinement et le bon goût, et il suffit d'une génération qui jette par la fenêtre tout le trésor accumulé des siècles pour tout perdre. Comme le disait Maurras, une flamme est bien plus prompte à donner des cendres que le bois du bûcher ne l'avait été à mûrir. Or, nous ne pouvons pas attendre que tout vienne d'un changement brusque et miraculeux. Bien évidemment, l'histoire est ouverte à l'imprévu, et la plupart des prédictions que nous posons aujourd'hui se révéleront inexactes à l'avenir. C'est un fait, et c'est peut-être très heureux ainsi. Mais si une divine surprise nous saisissait, et si des circonstances fortuites nous donnaient l'avantage et nous donnaient l'occasion de mettre nos idées au pouvoir, serions-nous en mesure, présentement, dans l'état actuel des choses, de réaliser ce que nous devons faire ? Avons-nous la force morale et intérieure pour ne pas faillir ? Je n'ai pas personnellement la réponse à cette question, mais je pense qu'il convient de tous nous la poser. Ainsi, notre devoir est-il à la fois humble et ambitieux. Humble parce que nous devons d'abord commencer par nous réformer nous-mêmes avant de pouvoir réformer la société, et ambitieux parce que ce travail intérieur a pour finalité de changer radicalement l'état des choses. De même que dans l'Odyssée d'Homère, les compagnons d'Ulysse sont tous brutalement changés en animaux, en porcs je crois par la magicienne Circé, Ulysse doit ensuite sauver ses compagnons un à un pour leur rendre forme humaine. Nous aussi, nous devons commencer par le plus petit pour changer le plus grand. Une de nos missions les plus pressantes, me semble-t-il, est donc de former dans les années à venir une élite capable de montrer le chemin à suivre, et plus que de le montrer, même de l'incarner. C'est pourquoi il faut avoir le courage de nos convictions. À cet égard, je recommande très chaudement la lecture du petit livre de François Bousquet, Courage, qui s'inscrit ouvertement dans la lignée
des écrits de Solzhenitsyn contre le mensonge pour trouver des arguments allant dans le sens de cette prise de conscience. Dans ce petit livre, François Bousquet montre l'importance qu'ont eu et qu'ont toujours ce qu'il appelle les minorités intransigeantes pour changer les représentations et la morale tacite d'une société. Les minorités intransigeantes, dit-il, imposent leurs lois à la majorité. Et comme exemple de ces minorités intransigeantes, on peut évidemment en trouver chez les végans ou chez les LGBT par exemple. Or, nous sommes, nous aussi, devenus une minorité, et c'est pourquoi il faut maintenant se constituer nous-mêmes comme des minorités intransigeantes. Pour cela, il faut au moins deux choses. D'une part, avoir le courage de nos convictions, ne pas taire ce que l'on pense et ne pas s'écraser devant le politiquement correct, et d'autre part, être capable de rendre compte rationnellement de nos convictions. Pour cela, il faut prendre exemple sur une des anciennes injonctions catholiques qui était qu'un chrétien doit être capable de rendre compte de sa foi. Un chrétien, disait Thomas d'Aquin, doit être capable de rendre compte intellectuellement de ses croyances, de sa religion, face à des non-chrétiens, voire face à des adversaires. Or, aujourd'hui, comme nous sommes les plus attaqués, nous devons être capables de mieux nous défendre intellectuellement, et être capables de défendre au mieux nos convictions. Nous devons être capables de surpasser nos adversaires par une doctrine fermement ancrée en nous. Et ensuite, une fois ce travail de formation accompli, il faudra que certains d'entre nous aient le courage d'initier un véritable mouvement politique. Mais chaque chose en son temps, il faut d'abord avoir des bases solides pour ensuite construire le sommet. Question suivante. Quels sont pour vous les classiques philosophiques contre-révolutionnaires? Je parle ici des auteurs. Alors, au sens strict, les penseurs contre-révolutionnaires sont les penseurs qui se sont opposés à la Révolution française, tant dans ses principes que dans sa réalité contemporaine. Alors, parmi les penseurs les plus importants, on trouve en France Rivarol, Chateaubriand, Louis de Bonald, ainsi que Joseph de Maistre, bien que, à strictement parler, Joseph de Maistre n'était pas un Français à l'époque, mais plutôt un Savoisien, un sujet du royaume de Sardaigne. En Espagne, Juan Donoso Cortés, Edmund Burke au Royaume-Uni et Friedrich von Gentz en Allemagne. Il y a d'autres penseurs contre-révolutionnaires, par exemple comme Jacques Mallet-Dupan en Suisse, mais ce sont les plus importants. Après, en dehors de ces philosophes à proprement parler, des romanciers comme Balzac ou Dostoïevski participent d'une certaine manière de cet esprit contre-révolutionnaire. Et puis ensuite, après cette génération de penseurs, la critique des principes égalitaires issus de la Révolution de 1789 s'est ensuite développée dans de multiples courants intellectuels, politiques et philosophiques. Par exemple, côté catholique, on assiste à la naissance de l'école dite illibérale française, sous l'égide de la réaction du pape Pie IX et de son syllabus condamnant le libéralisme, avec des figures comme Monseigneur Pie, Jean-Joseph Gaume, Monseigneur de Ségur, qui combattent la République des Lumières. Côté catholique, toujours, on assiste à la naissance du néo-thomisme en philosophie, tant pour combattre le modernisme naissant dans l'Église que l'idéalisme subjectiviste kantien en philosophie. L'Action française est également un mouvement contre-révolutionnaire, bien évidemment, bien que non strictement catholique. Je rappelle que Maurras voulait fédérer toutes les familles spirituelles de la France, en chrétiens, païens et scientistes, dans la recherche du bien commun, mais l'Action française est bien évidemment un mouvement contre-révolutionnaire, même s'il n'a pas exactement, pas à proprement parler, les mêmes références providentialistes et religieuses que Joseph de Maistre. Et puis on trouve des représentants de ce courant de pensée ici et là en Europe, avec, je pense notamment à Abel Bonnard, qui fait très souvent référence à Joseph de Maistre dans Les Modérés, Julius Evola en Italie, ou encore Nicolas Berdyaev même, quoique c'est dans un contexte assez différent, mais Nicolas Berdyaev est doublement un penseur contre-révolutionnaire. Il l'est car il est un héritier de Joseph de Maistre dans sa philosophie, et aussi parce que lui aussi s'est opposé à une révolution, la révolution russe, dont il était le contemporain. Donc voilà à peu près les penseurs qui sont les plus importants dans le mouvement contre-révolutionnaire. Prochaine question. J'aimerais savoir en quoi la révolution conservatrice allemande n'est pas un national-socialisme, et également pourquoi Julius Evola n'a point trouvé écho chez les proches de Mussolini. Alors, il y a ici deux questions en une, et qui abordent un sujet des plus délicats aujourd'hui, à savoir le fascisme et le national-socialisme. Tout d'abord, l'expression de révolution conservatrice dont il est question ici
euh, fait référence à ce courant intellectuel allemand de l'entre-deux-guerres qui regroupait des auteurs cherchant à développer une troisième voie entre le libéralisme occidental et le marxisme. Et la plupart de ces auteurs ont été influencés par la philosophie de Nietzsche, à quelques exceptions près, comme Carl Schmitt par exemple. Et parmi ces auteurs, on trouve des penseurs comme les frères Jünger, Oswald Spengler, Arthur Müller-van den Bruck, Edgar Julius Jung ou encore Werner Sombart par exemple. Si vous êtes intéressé par ce courant, je vous conseille de vous reporter aux travaux de Robert Stuckers, par exemple, ainsi qu'aux nombreux articles qui sont archivés sur son site Eroe, qui est une véritable mine d'or pour tout cela. Je mettrai un lien pour ce site en description de la vidéo. La question des rapports entre la dite révolution conservatrice et le national-socialisme est trop complexe pour que je puisse en faire le tour ici dans une simple FAQ. La plupart des exégètes de ce courant n'en ont d'ailleurs pas tous la même lecture. Par exemple, Armin Mohler, qui fut le secrétaire particulier de Ernst Jünger et qui fut le premier à consacrer un travail d'importance à ce courant, estimait que la révolution conservatrice allemande avait posé les bases d'une nouvelle batterie de valeurs appelée à régénérer le monde d'après 1789 et à lui donner une nouvelle assise. Et il estimait, lui, que le national-socialisme n'avait été qu'une caricature de ce mouvement. A l'inverse, quelqu'un comme Giorgio Locchi, par exemple, estimait au contraire que le national-socialisme devait être compris comme faisant partie intégrante de la révolution conservatrice. Donc voilà, les avis divergent et je ne prétends pas trancher la question ici. Je consacrerai peut-être une vidéo à ce courant en tant que tel. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si cela vous intéresserait. Néanmoins, je rappellerai tout simplement certains faits. La révolution conservatrice allemande fut une nébuleuse d'auteurs fort différents les uns des autres et qui n'adoptèrent pas tous la même position vis-à-vis du national-socialisme en Allemagne, bien au contraire. Des penseurs comme Heidegger et Carl Schmitt, par exemple, adhérèrent au parti dans un premier temps avant d'en être déçus. Carl Schmitt sera même très violemment attaqué dès 1936 par la revue de la SS Das Schwarze Korps, qui estimait qu'il n'était pas des leurs. Alfred Bäumler, lui, apportera son soutien indéfectible au parti. A l'inverse, quelqu'un comme Ernst Nikisch s'opposera à Hitler dès le début et sera même déporté. Edgar Julius Jung sera assassiné par les membres de la SA lors de la fameuse nuit des longs couteaux. Arthur Müller-van den Bruck, mort en 1925, n'a eu que du mépris pour Hitler quand il l'a rencontré. Et quelqu'un comme Ernst Jünger s'est réfugié dans ce qu'il a appelé l'exil intérieur. Au tout début, il bénéficiait plutôt de l'admiration des nationaux-socialistes pour ses récits de combattants comme Orage d'acier, et puis il a progressivement rencontré de plus en plus de résistance de leur part, spécialement après avoir écrit Le Travailleur. Après avoir écrit Le Travailleur, un livre dont j'ai parlé en vidéo d'ailleurs, un des journaux de l'époque avait même écrit que avec ce livre, Jünger se rapprochait de la zone des balles dans la nuque. Il voulait dire que c'était un traître en fait. Donc voilà, comme vous le pressentez, la question est plus complexe qu'on ne pourrait le croire en premier abord. Quant à la seconde question, concernant Evola et le fascisme, il s'agit également d'une question assez vaste, qui peut m'amener à dire quelques mots de ce qu'Evola pensait du fascisme. Pour de multiples raisons tout d'abord, Julius Evola n'eut qu'une influence très marginale dans l'Italie du Vingtegno. Le philosophe le plus en vue, le plus important du régime à l'époque, était le penseur hégélien Giovanni Gentile. Julius Evola, lui, était bien plus le représentant d'une pensée contre-révolutionnaire dans l'Italie du XXe siècle, même s'il a eu des liens avec des penseurs de la révolution conservatrice allemande, qu'il a lu avec grand intérêt, comme Oswald Spengler, Ernst Jünger ou Carl Schmitt par exemple. Julius Evola, en fait, a apporté un soutien très critique au fascisme, et son analyse du fascisme peut encore nous intéresser aujourd'hui. En fait, c'est dans son autodéfense, à son procès après-guerre, qu'il explique le mieux, je trouve, son rapport au fascisme, et voici ce qu'il dit. « J'ai défendu et je défends des idées fascistes, non en tant qu'elles étaient fascistes, mais dans la mesure où elles reprenaient une tradition supérieure et antérieure au fascisme, où elles appartenaient à l'héritage de la conception hiérarchique, aristocratique et traditionnelle de l'État, conception ayant un caractère universel et qui s'est maintenue en Europe jusqu'à la Révolution française. En réalité, les positions que j'ai défendues et que je défends en tant qu'homme ne doivent pas être dites fascistes, mais traditionnelles et contre-révolutionnaires. »
Et il termine en disant que s'il doit être condamné pour ses idées, alors doivent se trouver à ses côtés, sur le banc des accusés, des gens comme Aristote, Platon, Dante et ainsi de suite, jusqu'à Metternich et Bismarck. En fait, on a dans cette autodéfense la quintessence, je crois, du rapport d'Evola au fascisme, et plus encore, on a la raison profonde de la haine viscérale que la gauche porte au fascisme. Je vais m'expliquer là-dessus. Evola demande en fait que nous ayons un rapport intellectuel et critique au fascisme, chose qui est devenue presque impossible aujourd'hui, où toute discussion portant sur ce thème acquiert bien vite un caractère passionnel et irrationnel. Ce qu'Evola a apprécié et défendu dans le fascisme, ce n'est pas ce qui est propre au fascisme, ce qui est nouveau et révolutionnaire. Bien au contraire. Ce que Julius Evola a défendu dans le fascisme, c'était la reprise par celui-ci d'un caractère traditionnel, hiérarchique et aristocratique de la société, faisant partie de toute grande tradition politique. Le fascisme, selon lui, a restauré l'autorité de l'État et s'est opposé à la subversion égalitaire. C'est pourquoi, après-guerre, il a écrit un livre très intéressant, Le fascisme vu de droite, dans lequel il analyse le fascisme et tente de distinguer le positif du négatif dans ce courant politique à partir de critères authentiquement de droite. Et c'est là une démarche extrêmement intéressante si on veut avoir une saine conception de la droite. En effet, le monde de l'après-guerre est un monde profondément antifasciste, pour des raisons évidentes. Mais ce qui motive profondément cet antifascisme, c'est l'égalitarisme de la gauche. Or, ce que la gauche est dans le fascisme, c'est précisément ce que Julius Evola, lui, aime dans le fascisme. Car soyons honnêtes un instant, et je voudrais que les hommes de gauche qui pourraient regarder cette vidéo le soient également. Ce que la gauche déteste dans le fascisme, de manière symétriquement inverse à la position d'Evola, ce n'est pas ce qu'il y a de propre dans le fascisme, comme par exemple le totalitarisme, une pensée économiquement sociale, ni même les meurtres de masse. Car après tout, elle accepte tout cela sans aucun état d'âme dans le cas du communisme, et lui trouve même toutes les justifications possibles et imaginables. Quand il s'agit de tuer au nom de l'égalité, la gauche, généralement, ne trouve rien à redire. Non. Ce que la gauche déteste dans le fascisme, c'est tout ce qu'elle a de commun avec la pensée de droite au sens le plus général. Or, si nous voulons nous-mêmes adopter une posture critique à l'égard du fascisme, dit Julius Evola dans son livre, cela doit se faire à partir de nos propres critères, et ce de façon intransigeante. Car si l'on cède du terrain dès le départ à la gauche en rejetant tout ce qui ressemble de près ou de loin au fascisme, alors, bien vite, ce sont les notions mêmes d'ordre et d'autorité que nous devons rejeter. Telle est en substance la position de Julius Evola. Pour plus de détails, je vous invite à lire le livre de Julius Evola, Le fascisme vu de droite, qui invite à une lecture rationnelle et dépassionnée de ce courant historique, de ce courant politique dans ses principes. Question suivante. Envisagez-vous la possibilité d'un retour de l'homme moderne européen vers ses racines traditionnelles? Est-ce encore possible? Et si oui, comment? Oui, j'y crois tout à fait pour cette simple raison, comme disait Dominique Vénère, que la tradition n'est pas le passé, mais plutôt ce qui ne passe pas. L'époque est celle de la dormition de l'Europe, mais je ne crois pas personnellement à un sommeil éternel. Pour les mêmes raisons que Dominique Vénère et que j'ai exposé dans ma dernière vidéo, je crois que l'histoire est ouverte à l'imprévu et que l'histoire de notre civilisation est faite d'apogées et de déclins. Néanmoins, il est vrai que nous faisons face aujourd'hui à un danger mortel, qui est le grand remplacement, le changement de peuple. Et en effet, la culture et la tradition d'un peuple peut toujours renaître tant que le peuple qui en était la matrice vit encore. Dès lors qu'il disparaît, la culture qu'il portait avec lui disparaît également, comme dans le cas des Incas ou des Indiens d'Amérique du Nord. Pour cette raison, notre mission principale aujourd'hui est de défendre notre peuple et d'empêcher coûte que coûte qu'il ne disparaisse. Car tout le reste n'aurait pas d'importance si cette condition première n'est pas remplie. Question suivante. Comment avez-vous découvert Philippe Bayet, que vous citez régulièrement? Quels livres avez-vous lus de lui? Lesquels recommanderiez-vous? Et qu'appréciez-vous ou pas dans ses ouvrages? Alors, j'ai découvert Philippe Bayet très simplement en m'intéressant à Julius Evola, car pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, Philippe Bayet est le principal traducteur de Julius Evola en français. C'est à lui qu'on doit la traduction de livres comme Révolte contre le monde moderne, Impérialisme païen, L'arc et la massue, ou encore Métaphysique du sexe, par exemple, et encore bien d'autres, je crois. Je me suis donc intéressé tout naturellement à ses travaux par la suite, et même si je ne partage pas forcément tous les jugements de cet auteur, c'est un penseur pour lequel j'éprouve une grande estime,
Tout d'abord pour la qualité et la rigueur de ses travaux ou de ses études sur des personnalités politiques et philosophiques de droite, qu'on retrouve dans des recueils comme ceux-ci, pour la contre-révolution blanche ou le Parti de la vie, qui recèlent des études très intéressantes. Mais aussi, ce que j'apprécie principalement chez lui, ce sont ses réflexions d'une grande profondeur sur les insuffisances au sein de la droite radicale française, notamment son confusionnisme doctrinal. Et à cet égard, un livre que je recommande tout particulièrement est L'autre tiers-mondisme, qui est un livre rigoureux, d'une certaine densité intellectuelle, et qui est vraiment un livre à lire pour éviter certaines impasses intellectuelles. Néanmoins, je serai assez court sur ce livre, car Daniel Conversano en a lui-même fait la promotion dans une vidéo, dans laquelle il lit même un extrait assez significatif de l'ouvrage. Donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo en description si cela vous intéresse. Prochaine question. Que pensez-vous de l'école technocritique, possible alliance avec les anti-égalitaires? Alors la question est vaste et même un peu vague. J'imagine que la personne fait ici référence à l'ensemble des auteurs qui se sont concentrés sur la critique de la technique. Or justement, je trouve qu'il est un peu difficile d'avoir un avis tranché sur cet ensemble, car il regroupe des auteurs fort différents les uns des autres et qui critiquent la technique précisément pour des raisons différentes. Tout d'abord, on pourrait dire, je crois que la critique du progrès technique commence au fond dès les débuts de la révolution industrielle. Ensuite, Jean-Jacques Rousseau fut même un des premiers à dénoncer le progrès technique dans son fameux discours sur les sciences et les arts. Même s'il n'était pas forcément le technophobe fanatique auquel on le réduit parfois, Rousseau fut un des premiers à mettre en garde ses contemporains contre une admiration aveugle de la technique. Ensuite, au début du XXe siècle, régnait une sorte d'enthousiasme incritiquable pour les développements de la science, développement de la technique, avec notamment l'invention de l'automobile ou de l'aviation. Et puis les deux guerres mondiales ont laissé émerger peu à peu des critiques de la technique, non plus des machines, mais du processus technicien en tant que tel, de l'arraisonnement du monde, comme dira Heidegger, comme un processus sans sujet qui possède sa finalité propre. Parmi cette critique de la technique en tant que telle, on peut trouver des penseurs comme Georges Bernanos, Jacques Ellul, George Orwell, Heidegger ou encore Friedrich Georg Jünger, le frère de Ernst Jünger. Et ensuite, une nouvelle phase de cette critique de la technique, plus récente, est la critique de la technique d'un point de vue écologique, au nom de la défense de l'environnement. Mais au fond, je dirais que dans ces trois phases que j'ai énoncées, la critique de la technique ou la valorisation de la technique d'ailleurs, se sont toujours faites en marge du clivage gauche-droite. Il y a des critiques de la technique qui se font à gauche et d'autres qui se font à droite, certes pour des raisons différentes, mais donc oui, pour répondre à la question, il est tout à fait envisageable d'avoir une critique de la technique d'un point de vue non égalitariste. Je compte d'ailleurs aborder certains de ces auteurs moi-même en vidéo un jour, probablement, même très certainement Martin Heidegger ou Friedrich Georg Jünger, car même si personnellement je n'appartiens pas à ce courant, ces auteurs ont posé des questions incontournables auxquelles il faut se confronter. Question suivante. Que pensez-vous des religions en général et de l'islam en Europe? Alors, deux questions en une. En fait, je ne pense rien des religions en général, pour la simple et bonne raison que le terme de religion est bien souvent impropre pour décrire les différentes réalités religieuses qui existent dans le monde. Dans une très large mesure, le terme même de religion est une notion spécifiquement occidentale que nous avons tort, je crois, de plaquer sur des réalités différentes de notre ère civilisationnelle. Quand nous utilisons ce terme de religion, nous nous référons ainsi au christianisme, au bouddhisme, à l'islam, etc., pour les mettre toutes dans le même panier, ou dans la même poubelle pour certains, alors même qu'il s'agit de réalités profondément hétérogènes. Et pourtant, cette acception du terme religion, et surtout au pluriel les religions, n'est pas neuve, elle ne date que du XIXe siècle, je crois. Bon, puisque nous n'avons que ce mot, il faut bien l'employer, mais il faut toujours garder à l'esprit, je crois, que ce terme constitue bien plus un obstacle à la compréhension qu'une aide. Je m'explique.
Que nous voulions ou non, que nous soyons chrétiens ou non, le christianisme fut et demeure encore assez largement le modèle religieux dominant en Occident. Du coup, quand nous envisageons les autres religions, les religions étrangères, nous le faisons spontanément et même inconsciemment sur le modèle du christianisme. Or, il s'agit là d'une erreur de perspective. Pour expliquer cette idée, je voudrais partir des idées de Hegel sur le christianisme. Pour Hegel, en effet, le christianisme était la religion absolue, ce qui veut dire, dans son langage, la religion dans laquelle le concept de religion coïncide avec sa réalité effective, et qui constitue, en quelque sorte, la synthèse de toutes les formes antérieures de la religion. Entendons-nous bien ici, j'omets volontairement la dimension apologétique que pourrait recouvrir le discours de Hegel, qui voudrait dire que le christianisme est la vraie religion, en ceci qu'elle est la religion absolue. Non, je voudrais partir ici de la pensée de Hegel dans un sens purement descriptif, sans aucun jugement de valeur. Est absolu ce qui existe de façon indépendante, selon l'étymologie, dégagé de tout lien, absolutum. Or, dire que le christianisme est la seule religion qui soit une religion absolue, revient à dire, en langage plus simple, que le christianisme est la seule religion qui ne soit qu'une religion et rien d'autre. Toutes les autres religions ajoutent à la dimension proprement religieuse une autre dimension. Par exemple, le judaïsme est une religion plus un peuple. L'islam est une religion plus un code juridique. Le bouddhisme, si on peut appeler ça une religion, est une doctrine de sagesse. Les religions précolombiennes sont une religion plus une théorie sociale du sacrifice humain, etc. Comme l'écrivit le grand historien de la cité antique, Fustel de Coulanges, le christianisme fut la première religion qui n'ait pas prétendu que le droit dépendit d'elle. Le christianisme, à la différence des autres religions, ne prétend pas apporter de nouvelles règles de la morale. Selon la vision chrétienne, l'homme peut naturellement, par le simple usage de sa raison naturelle, connaître les lois de la morale. C'est pourquoi le décalogue, donc cette liste d'interdits, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, etc., n'est pas à proprement parler une révélation, elle n'est que le rappel de la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, dit saint Augustin, que l'homme peut connaître par le simple usage de sa raison. Comme le fait remarquer Rémi Brague, le décalogue ne constitue au fond que le kit minimal de survie d'une société. En effet, une société qui n'admettrait point qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer sans raison, qu'il ne faut pas prendre la femme de son voisin, etc., n'aurait pas beaucoup de chances de durer très longtemps. Pour favoriser la compréhension, je trouve qu'il est toujours plus facile de partir d'une certaine comparaison. Or, dans le cas de la connaissance de Dieu et de la morale, le christianisme et l'islam adoptent une posture symétriquement inverse. Le christianisme, tout d'abord, estime qu'il est tout à fait possible de connaître la morale uniquement par soi-même, sans le recours donc d'une révélation, par le simple usage de sa raison. C'est pourquoi l'Église catholique n'a eu aucun mal à concilier pendant des siècles ces dogmes religieux avec la morale enseignée par les anciens philosophes grecs comme Aristote, puisqu'elle jugeait cette morale comme étant naturelle. Pour l'Église, en effet, il est tout à fait admissible qu'un athée, ou même simplement qu'un non-chrétien, soit un homme moral, en ceci qu'il suivrait les règles de la morale que sa raison lui enseigne. À l'inverse, le christianisme enseigne qu'il n'est pas possible de connaître Dieu dans son essence trinitaire, donc de Père, Fils et de Saint-Esprit, de reconnaître la divinité du Christ, par exemple, sans le recours de la révélation. Cela, il est impossible de le savoir tout seul par soi-même. A l'inverse, l'islam estime que chaque homme sait, spontanément, s'il est honnête, que Dieu existe, et que non seulement il existe, mais qu'il est un. Mais l'islam estime en revanche que la raison humaine, par elle-même, ne peut pas connaître les règles du bien et du mal. La raison humaine a besoin d'une révélation pour cela, à savoir la révélation coranique. Si boire du vin, par exemple, est mal, c'est parce que le Coran l'interdit. C'est parce que la volonté divine nous l'a fait savoir. Or, en cette matière, le christianisme constitue bien plus une exception qu'une règle. Mais comme nous y sommes habitués, ce modèle est pour nous une évidence et nous empêche de voir ce que les autres religions ont de spécifiquement différent. Voilà pourquoi je pense qu'il faut bien plutôt partir de ce que
de la réalité religieuse de chaque religion en tant que telle, plutôt que de partir de ce terme abstrait qu'est la religion. Mais il me faut dire maintenant quelques mots sur la deuxième partie de la question qui m'a été adressée, à savoir sur la présence de l'islam en Europe. Sur cette question, mon avis est très simple. L'islam appartient non seulement à une civilisation différente de la civilisation européenne, mais appartient surtout à une civilisation hostile à l'Europe depuis ses origines. L'implantation de l'islam en Europe est bien évidemment une menace pour la culture et la tradition européenne, de même que l'islam a effacé dans une très large mesure les traces de la culture gréco-latine au Maghreb et dans le Moyen-Orient au début de son expansion. L'implantation permanente de l'islam en Europe signifierait la fin de notre civilisation. Néanmoins, d'un point de vue strictement politique, je ne reproche pas aux immigrés venus en Europe d'être musulmans. Il est bien normal que des gens soient fidèles à leurs traditions et à leurs croyances. Non, ce que je trouve plus incongru, pour employer un euphémisme, c'est leur présence massive en Europe qui conduit au grand remplacement. La position qui consiste à militer en faveur d'une immigration de masse en provenance des pays musulmans pour ensuite critiquer et condamner leurs croyances me paraît être un non-sens, pour parler comme les Anglais. Religieusement, il est bien normal pour un catholique par exemple de s'opposer à l'islam comme religion pour convertir les musulmans. Politiquement en revanche, je crois que c'est plutôt la présence de l'islam comme civilisation qui est une menace pour l'Europe, plus que forcément l'islam comme religion. Question suivante. La littérature collaborationniste n'est-elle pas la dernière grande période littéraire, et que pensez-vous de Michel Houellebecq? Alors, question plus littéraire à présent. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ce terme de littérature collaborationniste, que je trouve impropre, même si je vois ce que la personne qui a posé la question veut dire, et je suis en bonne partie d'accord avec elle. Tout d'abord, ce que ce terme recouvre, c'est l'ensemble des écrivains qui ont collaboré avec l'Allemagne lors de la dernière guerre, à savoir des écrivains comme Louis-Ferdinand Céline, Lucien Rebattet, Robert Brasillac, Drieux-La Rochelle, Paul Morand ou encore Alphonse de Chateaubriand par exemple. Et en effet, il s'agit là de très grands écrivains selon moi. Néanmoins, si je n'apprécie guère ce terme de littérature collaborationniste, c'est pour la raison très simple que la plupart de leurs grandes œuvres littéraires ne datent pas forcément de la période de la collaboration. Du coup, je ne vois pas pour quelle raison il faudrait les y réduire. Quelques dates par exemple, 1932 pour Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, 1923 pour La Brière d'Alphonse de Chateaubriand, 1937 pour Comme le temps passe de Robert Brasillac, ou encore même l'après-guerre, 1951 ou 1954, je ne sais plus, pour les romans de Lucien Rebattet, comme Les Deux Étendards ou Les Épimures. De plus, même si certains de ces écrivains ont une très grande importance pour moi, il y en a d'autres, de la même époque, du début du XXe siècle, d'une autre sensibilité politique, qui sont également très impressionnants par leur style. Je pense notamment à des auteurs comme Bernanos, Monterland ou même Aragon. Ce qui m'amène à dire que même si la littérature a des liens avec la politique, elle n'en dépend pas strictement, et il est tout à fait possible d'apprécier l'œuvre et les écrits d'un adversaire politique. C'est pourquoi, s'il est complètement absurde de vouloir censurer la littérature des maudits que j'ai cités, comme veulent le faire certains gauchistes écervelés, il est tout aussi absurde de les porter au nu, précisément pour la raison que ce sont des maudits. Il ne faut pas s'interdire de reconnaître du talent artistique à Aragon, sous prétexte qu'on aimerait la littérature de Céline ou de Rebattet par exemple. Mais pour terminer sur ce point et répondre du même coup à la question qui m'a été posée, je pense en effet que la littérature du début du XXe siècle constitue le dernier grand moment de la littérature française, une période inaugurée par Maurice Barrès en quelque sorte, qui exerça un véritable magistère intellectuel sur la jeune génération, qui se prolonge dans diverses directions à travers des figures comme Bernanos, Gide, Aragon ou Drieux-La Rochelle. Le français de l'époque est à la fois moderne et d'une très grande élégance, d'une élégance que je ne retrouve pas précisément dans les écrits de Michel Houellebecq aujourd'hui. Michel Houellebecq a écrit de nombreux livres très, très perspicaces, en ceci qu'il croque assez bien l'esprit du temps, mais je ne suis pas vraiment séduit par son style, non. Néanmoins, si je devais trouver une vertu à la littérature de Michel Houellebecq, je dirais ceci: Michel Houellebecq, d'une certaine façon, nous tend, par ses livres, un miroir de notre propre médiocrité, et je pense que cela peut avoir un effet cathartique
en ceci que cela peut nous dégoûter de rester dans cet état de médiocrité. Du moins je l'espère. Michel Houellebecq dépeint en effet toutes sortes de personnages impuissants dans tous les sens du mot, et je pense que cette image qu'il renvoie de nous-mêmes peut paradoxalement inciter à un réveil. Mais bon, voilà en quelques mots ce que je pense de Michel Houellebecq. Et pour terminer sur cette question, je dois aussi avouer que Louis-Ferdinand Céline ne compte pas du tout parmi mes écrivains favoris. Parmi les maudits dont j'ai parlé, Drieux-La Rochelle est plus important pour moi, principalement son livre Gilles, qui fut un des romans, qui est un roman qui a beaucoup compté pour moi au sortir de l'adolescence, et que je vous recommande très sincèrement si vous vous intéressez à la littérature du début du XXe siècle. C'est vraiment un chef-d'œuvre selon moi. Question suivante. La France n'a été grande que sous 2 régimes, la monarchie et l'Empire. N'est-il donc pas temps d'en finir avec la gueuse, c'est-à-dire la République? Alors cette question m'a l'air d'avoir été posée par un monarchiste, et je l'en remercie. En ce qui concerne les principes, parmi les régimes politiques tels qu'ils ont été transmis par la pensée politique classique, j'ai également une préférence pour la monarchie. De plus, même si la République en soi est un régime également respectable dans sa forme, selon certaines circonstances historiques, comme la République romaine par exemple, ou la République de Venise au Moyen-Âge et à la Renaissance, la République française, elle, s'est constituée selon certains principes égalitaires, hostiles à la monarchie non seulement comme régime, mais surtout comme ancien monde. Plus qu'un régime politique parmi d'autres, la République française s'est constituée comme un pays différent de la France, pour reprendre une idée de Jean de Vigry. En effet, la plupart des partisans de la République en France se rapportent d'une certaine manière à leur pays comme si ce dernier était né en 1789 à la suite d'une longue période de ténèbres. C'est pourquoi, pour Jean de Vigry encore, c'est un peu comme s'il y avait 2 pays qui se font face depuis 1789, à savoir la France et la République. Les amoureux de la France d'un côté aiment la France et sa culture, quel que soit son régime particulier, alors que de l'autre, les républicains n'aiment la France qu'en tant qu'elle est la République des Lumières, montrant la voie du progrès égalitaire au monde entier. Néanmoins, en tant que Belge, je m'intéresse plus à l'idéologie sous-jacente qui sous-tend le régime de la France qu'à ses institutions particulières, pour la simple et bonne raison que mon propre pays, la Belgique, est une monarchie constitutionnelle et que la même idéologie égalitaire y règne au sommet de l'État. Dans l'Europe actuelle, il y a 6 monarchies, je crois, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, le Luxembourg et l'Espagne, et force est de constater que la présence de ces monarques, certes symbolique, n'entrave en rien la marche de l'égalitarisme. Au contraire, la plupart des familles royales y participent le plus souvent. Au fond, comme le faisait déjà remarquer Juan Donoso Cortés au XIXe siècle, notre époque n'est peut-être plus celle de monarques pour cette simple raison que les rois n'osent plus être des rois à cause du peuple. Le problème, disait-il, n'est pas seulement dans le gouvernement, mais il est surtout dans les gouvernés. Comme le faisait remarquer Julius Evola dans son livre Orientation, imaginons un instant que les meilleures institutions politiques tombent du ciel, à quoi serviraient-elles si le peuple est pourri et incapable de les suivre? C'est pourquoi je pense que la lutte contre l'idéologie et la mentalité égalitaire, contre la pensée postmoderne, prime sur la lutte pour un régime politique particulier, même s'il est possible que ces 2 combats puissent être menés de front, je n'en disconviens pas. Nouvelle question, quel est ton top 5 de livres, toujours confondus? Alors il ne s'agit pas forcément des livres que je considère comme étant les meilleurs dans l'absolu, mais plutôt de ceux qui ont eu une très grande importance dans ma formation intellectuelle, et ce sont des livres que je prends très souvent plaisir à relire. Je comprends très bien qu'il n'ait pas la même signification pour autrui que pour moi. Alors, tout d'abord, je mettrai Les Amants de Venise de Charles Maurras, dans lequel, pour ses réflexions sur l'ivresse de l'amour et les limites qu'il faut lui imposer, un ouvrage passionnant et écrit dans une langue superbe. Ensuite, un classique de la philosophie, bien évidemment, La République de Platon, dont la lecture offre à jamais une saine hiérarchie de valeurs face auxquelles
les slogans du monde moderne apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des simulacres de valeurs. Ensuite, en troisième lieu, Les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, qui est un livre qui a eu une très grande importance dans ma formation intellectuelle et que je prends très souvent plaisir à relire. C'est un livre écrit dans une langue superbe et qui introduit à de nombreux questionnements métaphysiques. Ensuite, mon roman préféré, L'Idiot de Dostoïevski. Dostoïevski en soi est mon romancier préféré et L'Idiot est le livre que je chéris le plus. Et enfin, Les Confessions de Saint-Augustin, qui marque l'introduction de la subjectivité dans l'histoire de la philosophie occidentale et qui est un livre qui eut une postérité littéraire, une des plus grandes postérités littéraires qui soit. C'est un livre qui m'avait profondément marqué. Prochaine question. Quelle méthode de travail, il n'y a que lui qui paye, conseilles-tu pour atteindre l'excellence dans la pensée et la réflexion, la manière de construire ses idées et de les affirmer, et d'être plus fort à ce sujet, toujours plus fort intellectuellement? Et sur le sujet, il y avait une autre question, donc j'ai préféré les mettre ensemble. Comment procèdes-tu concrètement pour synthétiser un ouvrage ou la pensée d'un auteur et pour en donner une présentation articulée et bien construite, comme on le voit dans tes vidéos? Alors le travail est en effet nécessaire pour aboutir à quoi que ce soit de sérieux. Comme le disait Georges Brassens, sans la technique, le talent n'est qu'une sale manie. Or, je crois que le meilleur conseil qui puisse être donné aujourd'hui, c'est de ne pas perdre son temps, tout simplement, et de rester concentré sur l'essentiel. De nos jours, notre attention est constamment sollicitée de toutes parts, et il devient de plus en plus difficile de rester concentré sur ce qui en vaut la peine. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter le divertissement, qui est le pire des pièges. Littéralement, divertissement veut dire diversion, et bien qu'il offre du plaisir facile, il ne nous comble jamais vraiment. Il ne nous comble pas, car en fait, il constitue un obstacle à notre volonté. Comme le résumait admirablement Jean-Jacques Rousseau, l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Je vais expliquer cette phrase par un exemple très concret. Mettons par exemple que je veuille m'installer dans un pays étranger. Et pour cela, je veux apprendre la langue du pays. C'est vraiment quelque chose de capital pour moi. Néanmoins, il s'avère que cette langue que je veux apprendre est une langue extrêmement complexe. Mettons que c'est le hongrois par exemple, car le hongrois est paraît-il une langue très difficile à apprendre. Apprendre cette langue demandera un travail considérable, en tout cas une somme d'efforts plus importante que d'habitude. Or, il se fait qu'au moment même où je décide de me lancer dans l'apprentissage de cette langue, voilà que, inventons, la nouvelle saison de ma série préférée sort sur Internet. Je suis donc tiraillé, disais-je, entre faire ce que je veux, à savoir apprendre le hongrois, et faire ce qui me plaît, c'est-à-dire m'enfermer dans ma chambre et passer toute la journée à regarder d'un coup tous les épisodes de la série. Apprendre le hongrois me rendra heureux, car fondamentalement, c'est ce que je veux, tandis que faire ce qui me plaît, et ce qui attire mon attention, ce plaisir facile, en vérité, en définitive, sera une forme d'esclavage de ma volonté, car il me détournera de mon objectif principal. Or, il en va de même pour toutes les activités d'importance qui permettent de grandir en tant qu'homme, qu'il s'agisse d'apprendre une langue, de pratiquer un sport ou de la musique, ou de développer une pensée philosophique. Contrairement à ce que l'ère du temps chaotique et anarchique laisse croire aujourd'hui, la discipline n'est pas le contraire de la liberté. La discipline est bien plutôt sa condition de possibilité. Comme le disait Charles Péguy, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Ainsi donc, le meilleur conseil que je puisse donner est de vous imposer un ordre de travail et de refuser toute dispersion anarchique qui n'est au fond que perte de temps et d'énergie. Ensuite, une fois l'ordre posé comme condition de travail, le conseil que je donnerais pour se former intellectuellement, et non seulement de lire bien évidemment, mais de prendre des notes, car on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on lit. À part quelques livres qui nous marquent tout particulièrement, il y a beaucoup de choses qu'on oublie, on oublie beaucoup de choses de nos lectures. Il est donc important de noter des citations, des extraits dans un petit carnet, de synthétiser un ouvrage qu'on vient de lire, ne fût-ce que pour la pratique. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on vient de lire? Il est important d'essayer après avoir lu un livre, de noter, de faire le résumé, même en quelques lignes, ou voire en une page. Autre chose aussi qui est très important, je crois, c'est d'apprendre par cœur, vraiment par cœur,
des citations, des passages de philosophes ou de penseurs qu'on admire. C'est une méthode qui a été abandonnée dans l'éducation nationale et c'est une catastrophe à mon sens. Je pense vraiment que c'est une excellente chose de se remplir littéralement par les belles pensées ou par les belles réflexions des grands penseurs qui nous ont précédés. Comme ça, parfois, vous êtes seul dans votre chambre, quand vous marchez, vous faites des randonnées, et d'une certaine manière, les pensées de ces illustres penseurs viennent vous accompagner et vous aident à penser vous-même. Ensuite, autre chose qui est très importante, c'est de faire des liens entre tout ce que vous lisez. De ne pas compartimenter les pensées, mais au contraire, voilà, vous avez lu un auteur, vous en avez lu un autre, essayez de comparer les pensées s'il s'agit d'un même sujet, de voir ce qu'ils ont de commun, en quoi ils se différencient. Vraiment essayer d'avoir une lecture active à chaque fois. Ensuite, plus concrètement, on me demande comment je m'y prends pour synthétiser un ouvrage, comme je le fais en vidéo. Alors en fait, il y a un travail de fond en amont et un travail concret. Concrètement, je lis toujours le livre que je vais présenter 2 fois. Une première fois, je le lis sans aucun travail en plus. Simplement, je me laisse emporter par les idées de l'auteur. Ensuite, une fois terminé, donc, j'ai vu où l'auteur voulait m'emmener. Je le relis une seconde fois, crayon à la main. Je prends des notes. J'extrais des passages que je trouve beaux, qui mériteraient d'être lus au public, et des passages qui, selon moi, représentent le mieux l'esprit de l'auteur en question. Ensuite, je fais un schéma, j'essaye de reconstruire le plus honnêtement possible l'argumentation de l'auteur, comme si je devais l'expliquer à des gens qui ne le connaîtraient pas, tout simplement. Évidemment, ce travail m'est facilité par le fait que je lis ce genre d'ouvrage, le genre d'ouvrage que je présente en vidéo, depuis des années déjà. C'est ce que je voulais dire par un travail en amont, c'est-à-dire qu'il y a certains réflexes qui me viennent maintenant naturellement. Quand je tombe sur certaines idées, je vois généralement à peu près de quoi ça parle immédiatement, avant même de voir toutes les réflexions de l'auteur, car je baigne dans cette atmosphère depuis des années maintenant. Donc voilà, tout ça, ces années de travail, d'études aussi à l'université et de mon côté, facilitent grandement mon travail. Mais évidemment, cela ne m'épargne pas un travail concret de lecture, de relecture et de prise de notes. Question suivante. Tes vidéos sont emplies de combativité et d'espoir. On peut se demander d'où te vient une telle force de vie. Serait-ce une certaine vision de l'histoire qui te l'apporte, et si oui, laquelle ? Question intéressante. À vrai dire, je crois que cela tient autant d'une lecture rationnelle de l'histoire que d'un tempérament personnel. Comme Dominique Venner, je crois que l'histoire réelle constitue le plus grand démenti à tous les fatalismes et à tous les déclinismes. De même, Dominique Venner faisait cette recommandation que je trouve judicieuse, qui consiste à noter dans un carnet toutes les prédictions que nous faisons lorsque nous sommes au fait avec l'actualité la plus pressante. Or, il se trouve que 9 fois sur 10, nos prédictions s'avèrent complètement fausses. Dès lors, si l'histoire est le lieu de l'imprévu, je ne vois pas pourquoi il faudrait d'avance déposer les armes et déclarer que tout est fichu. Au contraire, à nous d'être cet imprévu. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a un tempérament personnel, même s'il m'arrive souvent d'être en proie à un sentiment de lassitude et de désabusement, mon pessimisme reste toujours tonique. Fondamentalement, je crois être un homme de foi, pas strictement au sens religieux du terme, mais en ce sens que je crois en l'avenir et surtout en la capacité créatrice de certains hommes pour changer le cours des choses. Question suivante. Sans nécessairement dévoiler votre origine familiale, si vous ne le souhaitez pas, pensez-vous que votre environnement social a joué un rôle important dans votre éducation et de quelle façon ? Parents, professeurs, famille unie par exemple. Donc quelle éducation ai-je reçue en gros ? Mon milieu familial a sans conteste joué un rôle fondamental dans mon éducation. Je suis issu de la petite classe moyenne. Mon père est restaurateur de meubles anciens et ma mère professeure, une professeure très critique de l'enseignement contemporain. Et mes 2 parents ont toujours été très exigeants avec moi, non pas au sens du tout où ils auraient été tyranniques, bien loin de là, mais dans le sens où j'ai été élevé dans le respect permanent de la culture, de la beauté et du bon goût surtout. La phrase selon laquelle on ne discute pas des goûts et des couleurs n'a jamais été admise par mes parents.
Si le goût est fait de 1000 dégoûts, comme disait Paul Valéry, alors je peux dire que mon goût a été forgé par un rejet systématique de toute vulgarité et de toute médiocrité. Ma mère m'a ensuite initié au monde de la littérature très tôt, quand j'étais encore petit enfant, en me racontant les histoires de la mythologie grecque pour m'endormir. Il y avait aussi l'exemple de mes deux grands-pères, l'un que j'ai connu et qui avait une impressionnante culture historique, et l'autre qui était peintre, qui est mort un peu avant ma naissance, mais que je connais à travers toutes sortes d'histoires qu'on m'a racontées. Mes parents m'ont donc mis sur le bon chemin, si je puis dire, et pour cela je leur en serai toujours infiniment reconnaissant. Ensuite j'ai découvert beaucoup de choses de mon côté, comme la philosophie par exemple, qui m'est venue par mes propres lectures. Donc voilà en gros, dans les grandes lignes, mon origine familiale. Question suivante. Quel est votre rapport à la religion et à la philosophie religieuse, étant donné que vous avez étudié les philosophes médiévaux? Alors, une réponse à cette question peut être à la fois trop brève ou trop longue. Si la question est de savoir si j'appartiens à une confession bien particulière, alors oui, je suis catholique, et ma conception de la religion a été fortement influencée par des penseurs médiévaux, mais aussi contemporains, donc par des penseurs comme saint Augustin, Thomas d'Aquin et Maître Eckhart au Moyen-Âge, par Joseph de Maistre aussi, et puis plus récemment par des penseurs comme Nicolas Berdyaev et Gustave Thibon. En règle générale, je suis plus sensible à ce qu'on appelle la théologie mystique ou la théologie négative, qui consiste à essayer d'approcher le mystère du divin par l'apophatisme, c'est-à-dire, pour essayer de faire simple, d'approcher le divin en insistant sur ce qu'il n'est pas plutôt que sur ce qu'il est. Il s'agit d'une tradition métaphysique qui, dans le monde grec, remonte à Platon et plus spécifiquement à Plotin ensuite, et qui sera ensuite reprise par les pères grecs du christianisme, comme le pseudo-Denis l'Aréopagite et Maxime le Confesseur, et puis qui arrivera en Occident à travers Jean Scott Érigène, qui influencera par la suite Thomas d'Aquin, Maître Eckhart, les mystiques espagnols, et puis qui influencera même certains penseurs de l'idéalisme allemand au XIXe siècle, comme Hegel et Schelling. Prochaine question. Si vous deviez vous expatrier dans un pays en accord avec vos convictions, lequel serait-il ? Bien, si je pouvais choisir le pays de mon cœur pour des raisons strictement culturelles et esthétiques, je choisirais sans hésiter la Bavière et l'Autriche, car ce sont vraiment des régions en Europe que j'aime par-dessus tout. Le Grand Nord également me fascine, la culture scandinave, mais si je devais choisir exclusivement pour des raisons politiques, eh bien, c'est dans la Pologne et dans la Hongrie actuelle que je me reconnais le plus, tout simplement. Question suivante. Quels étaient les héros de votre enfance et de votre prime adolescence ? Bien, tout d'abord, les héros de la mythologie grecque ont bercé mon imagination d'enfant avec des personnages comme Ulysse, Hector, Achille ou Thésée. Ensuite, des figures historiques comme Jules César et Alexandre le Grand ont fasciné l'enfant et le jeune adolescent que j'étais, même si aujourd'hui je suis un peu plus critique et sceptique à l'égard de l'épopée d'Alexandre le Grand. Et ensuite, quand j'étais vraiment adolescent, c'était Cyrano de Bergerac, qui était un de mes héros favoris, et dont j'ai appris de nombreuses tirades par cœur. Et parmi les vers que je préférais, il y avait ceux-ci. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Question suivante. Quel philosophe, quel maître guide aujourd'hui le mieux votre vie grâce au principe de sa pensée ? Alors il s'agit donc ici d'un philosophe qui m'aide à régler ma vie moralement et non pas politiquement. Et pourtant le premier nom qui me vient à l'esprit est Charles Maurras, étrangement, probablement parce qu'il fut le premier à m'enseigner la supériorité de la raison et à inciter à subordonner l'action à la raison. Ensuite, c'est chez Platon principalement que j'ai approfondi cette idée. C'est lui qui m'a appris la saine hiérarchie des choses, c'est-à-dire c'est la nécessité de subordonner toujours les appétits au courage du cœur et le courage du cœur à l'esprit souverain. Comme l'enseignait Platon dans le Timée, tout le principe de la morale est d'établir ordre et harmonie dans son corps et dans son âme, à l'image de l'ordre du cosmos, ce qui est un des principes que je cherche à appliquer dans ma vie. Je ne sais pas si c'est toujours un succès. Ensuite, à ses côtés se tiennent Aristote, Sénèque et Thomas d'Aquin. Il me serait difficile de dire lequel tient la place prépondérante. Thomas d'Aquin a évidemment l'avantage d'avoir constitué une synthèse à son époque, mais tout ça pour dire que c'est dans l'éthique de la vertu, dans la morale des vertus,
que je reconnais le plus le principe de mes actions, du moins que j'essaye d'appliquer le principe à mes actions. Question suivante, quelles sont les 3 plus belles villes d'Europe selon vous? Bien, très simplement, Rome, Vienne et Prague constituent pour moi le fleuron et le sommet du raffinement européen, et ce sont pour moi les plus belles villes dans l'absolu. Question suivante, quels sont vos styles de peinture favoris? En fait, mon style de peinture préféré est celui des primitifs flamands, avec des auteurs comme Hans Memling, Van Eyck, Van der Weyden, Bosch aussi, Bruegel l'Ancien. Et un des tableaux que je préfère est l'Agneau mystique des frères Van Eyck, qui se trouve à l'église, dans l'église Saint-Bavon de Gand. Et donc dans ce grand tableau, c'est principalement la peinture de la Vierge Marie en fait, que je trouve absolument magnifique, qui a des traits absolument sublimes. Et sinon, en plus de ces peintures de tradition flamande, j'ai une affection toute particulière pour l'enterrement du comte d'Orgaz du peintre Le Greco. Question suivante. Quels sont vos compositeurs favoris? Alors très simplement, Richard Wagner d'abord et avant tout, pour lequel j'éprouve une admiration sans borne et sans limite, suivi de près par Schubert, Tchaïkovski, Anton Bruckner, Beethoven et Vivaldi. En règle générale, je préfère la musique romantique, à quelques exceptions près, avec Vivaldi ou Purcell par exemple. Et puis sinon, j'aime beaucoup la musique sacrée, comme les chants grégoriens ou les chants orthodoxes de tradition byzantine et russe. Question suivante. Quelles sont vos œuvres littéraires favorites? Alors, les romans russes en particulier, j'ai déjà cité L'Idiot et après tous les autres romans de Dostoïevski, mais aussi Anna Karénine, Eugène Onégine de Pouchkine, Les âmes mortes de Gogol, Père et fils de Tourguenieff, Un héros de notre temps de Lermontov. Sinon, j'aime énormément la Divine Comédie de Dante, Balzac, dans la littérature française, est mon romancier favori, Balzac, avec le Père Goriot par exemple. J'aime beaucoup Anatole France, je trouve que c'est un très très grand écrivain, et j'aime particulièrement Les dieux ont soif. Il y aura bien d'autres auteurs, mais je citerai également Cyrano de Bergerac, dont j'ai déjà parlé. Question suivante. Quelles sont vos citations favorites? Difficile, tellement il y en a, mais les premières qui me viennent à l'esprit sont celles-ci. Le contraire de noble, tout d'abord, n'est pas pauvre, mais commun, de Oswald Spengler. Ensuite, seuls les hommes forts connaissent l'amour, seul l'amour comprend la beauté, et seule la beauté produit l'art, de Richard Wagner. Et enfin, ironiquement, ne dites jamais du mal de vous, vos amis en diront toujours bien assez, de Talleyrand. Question suivante. Comment résumeriez-vous votre ligne politique ou idéologique? En soi, les étiquettes sont toujours très réductrices, mais la seule que je puisse accepter sans aucune réserve est celle d'européanisme, car ce que je veux fondamentalement, c'est protéger la civilisation européenne, la civilisation boréenne, comme disait Dominique Vénère. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, je suis un homme d'ordre, et je pense que la principale lutte aujourd'hui doit se faire contre l'égalitarisme. Je pense vraiment que l'égalitarisme est la cause principale des maux que nous vivons, de l'abêtissement culturel, de la chute du niveau scolaire, du niveau intellectuel, de l'abêtissement général. L'égalitarisme, à mes yeux, est un véritable cancer de la pensée, même si ce mot peut paraître assez dur. Pour ce qui est des autres étiquettes, au fond, comme progressiste, réactionnaire, conservateur, je les accepte ou les rejette selon leur contexte d'énonciation. Au fond, je me sens profondément homme de progrès, en ceci que, voulant défendre ma civilisation, je voudrais que ma civilisation progresse et perdure, qu'elle s'accomplisse et qu'elle s'améliore dans son être. Néanmoins, il est tout à fait normal que par rapport aux égalitaristes, et face à leur soi-disant progrès, je sois considéré comme un réactionnaire ou un conservateur. Au fond, tous ces termes et ces qualifications n'ont pas grande importance à mes yeux. Voilà, cette vidéo FAQ est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, car a priori je ne pense pas faire très souvent des vidéos de ce genre. Je pense principalement me concentrer vraiment sur l'exposition de certaines idées, comme je le fais d'habitude, alors dans des formats un peu différents parfois, mais ce sera dans le même esprit. Néanmoins, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format un peu inhabituel.
Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite, et s'il vous plaît, essayez de partager cette vidéo ou même les autres un maximum pour faire connaître mon travail. Cela m'aiderait énormément. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que la réponse à toutes vos questions ont été à la hauteur de vos attentes. Je suis encore une fois désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions qui m'ont été adressées. Mais bon, comme vous le voyez, la vidéo est déjà assez longue. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Sinon, n'hésitez pas à me renvoyer votre question en privé si vous voulez vraiment que je vous réponde. Voilà. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.